Cinquième partie, mon aventure en mer. Chapitre 22. Où commence mon aventure en mer? Les mutins ne revinrent pas à la charge. Il ne nous arriva même plus un coup de fusil de la forêt. Ils en avaient pris leur dose ce jour-là, comme disait le capitaine. Et nous eûmes toute la tranquillité nécessaire pour soigner les blessés et préparer le dîner. En dépit du danger, le chevalier m'aida à faire la cuisine dehors. Et même là, nous avions la tête à demi perdue d'horreur en entendant les plaintes affreuses des patients du docteur. Des 8 hommes tombés durant l'action, 3 seulement respiraient encore, à savoir le pirate frappé devant la meurtrière, Hunter et le capitaine Smollett. Les 2 premiers pouvaient être considérés comme perdus. Le mutin, en effet, trépassa sous le bistouri du docteur, et Hunter, en dépit de tous nos soins, ne reprit plus connaissance dans ce monde. Il languit tout le jour, respirant avec force comme chez nous le vieux Forban lors de son attaque d'apoplexie. Il avait eu les os de la poitrine brisés du cou et le crâne fracturé dans sa chute. Et au cours de la nuit suivante, sans un mot, sans sagesse, il se retourna vers son créateur. Quant au capitaine, ses blessures étaient graves, mais non dangereuses. Aucun organe n'était atteint irrémédiablement. La balle d'Anderson, qui avait tiré sur lui le premier, lui avait fracassé l'omoplate et atteint le poumon, mais légèrement. La seconde n'avait que déchiré et déplacé quelques muscles du mollet. Il ne manquerait pas de guérir, estimait le docteur, mais à la condition de rester des semaines sans marcher, ni remuer le bras, et en parlant le moins possible. L'estafilade sur les doigts due à mon accident n'était guère plus sérieuse qu'une piqûre de moustique. Le docteur Livesey me la couvrit d'un emplâtre et me tira les oreilles par-dessus le marché. Après dîner, le chevalier et le médecin tinrent conseil un moment au chevet du capitaine, et quand ils eurent bavardé tout leur saoul, il était alors un peu plus de midi, le docteur prit son chapeau et ses pistolets, s'arma d'un coutelas, mit la carte dans sa poche et le mousquet sur l'épaule. Il franchit la palanque par le côté nord et d'un pas rapide s'enfonça sous les arbres. Je m'étais réfugié en compagnie de Gray, tout à l'extrémité du blockhouse, afin de ne pas entendre la conciliabule de nos chefs. Gray fut tellement ébahi par cette sortie qu'il retira sa pipe de sa bouche et oublia complètement de l'y replacer. Mais par maître Lucifer, est-ce que le docteur Livesey est fou? Mais je ne pense pas, répliquai-je. Il serait le dernier de nous tous à le devenir, j'en suis sûr. Eh bien, mon gars, reprit Gray, je me trompe peut-être, mais alors, si lui n'est pas fou, entends-tu bien, c'est moi qui le suis. Je parie, répliquai-je, que le docteur a son idée. Si je ne me trompe, il s'en va maintenant rendre visite à Ben Gunn. Je ne me trompais pas, on le sut plus tard, mais en attendant, comme il faisait dans la maison une chaleur étouffante et que le sable à l'intérieur de l'enclos irradiait tout sous le soleil de midi, je conçus peu à peu une autre idée, qui était loin d'être aussi juste. Je commençai par envoyer le docteur de marcher au frais dans l'ombre des bois, avec autour de lui le chant des oiseaux et la bonne senteur des pins, tandis que moi j'étais à rôtir avec mes habits collés à la résine chaude au milieu de tout ce sang et entouré de tous ces tristes cadavres. Mon dégoût d'être là augmenta à tel point qu'il en devint presque de la terreur. Tout le temps que je passais à nettoyer le blockhouse, puis à laver la vaisselle, lui dîner, ce dégoût et cette envie nécessaire de croître, tant qu'à la fin, comme je me trouverais proche d'un sac à pain et que personne ne me regardait, je fis le premier pas vers mon escapade et remplissant de biscuits les 2 poches de ma vareuse. J'étais stupide, si l'on veut, et certainement j'allais commettre une action insensée et téméraire, mais j'étais résolu à l'accomplir avec le maximum de chance en mon pouvoir. Ces biscuits, en cas d'imprévu, m'empêcheraient toujours de mourir de faim jusque dans la soirée du lendemain. Ce dont je m'emparai ensuite fut une paire de pistolets, et comme j'avais déjà une poire à poudre et des balles, je m'estimais bien pourvu d'armes.
Quant au plan que j'avais en tête, il n'était pas mauvais en soi. Je projetais de partir par la langue de sable qui sépare à l'est le mouillage de la haute mer, de gagner la robe blanche que j'avais remarquée le soir précédent, et de vérifier si oui ou non c'était là que Ben Gunn cachait son canot. Chose qui en valait bien la peine, je le crois encore. Mais comme sans nul doute on ne me permettait pas de quitter l'enclos, mon seul moyen était de prendre congé à la française. Un Français dirait filer à l'anglaise. Et de profiter pour partir d'un moment où personne ne me verrait. C'était là une manière d'agir si fâcheuse qu'elle rendait la chose coupable radicalement. Mais je n'étais qu'un gamin, et je n'en me démordis pas. Justement, les circonstances me fournirent une occasion admirable. Le chevalier était occupé avec Guereille à renouveler les pansements du capitaine. La voie était libre. Je filais comme un trait, franchis la palanque et m'enfonçai au plus épais des arbres. Quand mes compagnons s'aperçurent de mon absence, j'étais déjà loin. Ce fut là ma seconde folie, bien pire que la première, car je ne laissai que 2 hommes valides pour garder le fortin. Mais comme la première, elle contribua à notre salut commun. Je me dirigeai droit vers la côte et de l'île, car j'avais résolu de longer la langue de sable par le côté de la mer pour éviter toute chance d'être aperçu du mouillage. Je m'avançai en longeant les brisants, rochers sur lesquels la mer se brise, d'un pas fort allègre. Quand je me crus arrivé assez loin dans le sud, je mis à profit le couvert de quelques épais buissons et me glissai précautionneusement jusqu'à la crête de la langue de terre. J'avais derrière moi la mer, en face le mouillage, comme si elle s'était épuisée, plutôt que d'habitude, par sa violence inusitée. La brise de mer tombait déjà. Il s'élevait à sa place un vent léger et instable, variant du sud au sud-est, qui amenait de grands bancs de brume, et le mouillage abrité par l'îlot du squelette était lisse et plombé, comme au jour de notre arrivée. Dans ce miroir sans rides, l'Hispaniola se reflétait exactement depuis la pomme des mâts jusqu'à la flottation, y compris le Jolly Roger, qui pendait à sa vergue d'artimon. Le long du bord flottait une des yawls, commandée par Silver. Lui, je le reconnaissais toujours. Vert qui se penchait, appuyé au bastingage. Défense qu'on met autour du pont d'un vaisseau pour se garantir de la mousqueterie ennemie. Bastingage arrière. 2 hommes, dont l'un en bonnet rouge, était ce même scélérat que j'avais vu quelques heures auparavant à Califourchon, sur la palissade. Probablement il causait et riait, mais à cette distance, plus d'un mille, je ne pouvais, cela va de soi, entendre un mot de ce qu'il disait. Tout à coup retentirent des hurlements affreux et inhumains qui me terrifièrent tout d'abord, mais j'eus tôt de fait de reconnaître la voix de capitaine Flint, et je crus même, à son brillant plumage, distinguer l'oiseau posé sur le poing de son maître. Peu après, le canot démarra, nageant vers le rivage, et l'homme au bonnet rouge disparut avec son camarade par le capot d'échelle. Presque au même moment, le soleil se coucha derrière la longue-vue, et comme la brume s'épaissait rapidement, le crépuscule commença à tomber. Je n'avais pas de temps à perdre si je voulais découvrir le bateau ce soir-là. La robe blanche, très visible au-dessus de la brousse, était bien encore à 200 toises plus loin, sur la langue de terre, et il me fallut un bon moment pour l'atteindre, en rampant la plupart du temps à 4 pattes parmi les halliers, ensemble de buissons touffus. La nuit était presque tombée quand je posai la main sur son flanc rugueux. Juste au-dessous, à son pied, il y avait un minuscule creux de gazon vert, masqué par des rebords et par une épaisse végétation qui me venait à mi-jambe, et au milieu du trou, une petite tente aux peaux de chèvre comme celle que les bohémiens transportent avec eux en Angleterre. Je sautai dans l'excavation, creux trou, soulevai le pan de la tente et vis le canot de Ben Gunn. Cette pirogue rustique au possible consistait en une carcasse de bois brut, grossière et de forme biscornue, avec tendu par-dessus un revêtement de peau de chèvre. Le poil en dedans. L'esquif était fort, petit, même pour moi, et je crois difficilement qu'il aurait porté un adulte.
Il renfermait un banc placé aussi bas que possible, une sorte de marchepied de nage à l'avant, et une pagaie double en guise de propulseur. À cette époque-là, je n'avais pas encore vu de coracle, ce bateau des anciens Bretons, mais j'en ai vu un depuis et je ne peux me donner une meilleure idée de la pirogue de Ben Gunn qu'en disant qu'elle ressemblait au premier et pire coracle qui soit jamais sorti de la main de l'homme. Mais elle possédait à coup sûr le grand avantage du coracle, car elle était extrêmement légère et portative. Or, maintenant que j'avais trouvé le canot, on va peut-être croire que je pouvais borner là mes exploits. Mais entre-temps, j'avais formé un autre projet dont j'étais si obstinément passionné, que je l'aurais exécuté, je crois même au nez et à la barbe du capitaine Smollett. C'était de me faufiler à la faveur de la nuit jusqu'à l'Hispaniola, de la jeter en dérive et de la laisser aller à la côte où bon lui semblerait. Je tenais pour évident que les mutins, après leur échec de la matinée, n'auraient rien de plus pressé que de lever l'ancre et de prendre le large. Ce serait, pensais-je, un beau coup de les empêcher, et comme je venais de voir qu'ils laissaient les gardiens du navire dépourvus d'embarcation, je croyais pouvoir exécuter mon projet sans grand risque. Je m'assis à terre pour atteindre l'obscurité et mangeai mon biscuit de bon appétit. C'était pour mon dessein une nuit propice entre mille. Le brouillard couvrait maintenant tout le ciel. Quand les dernières lueurs du jour eurent disparu, des ténèbres complètes ensevelirent l'île au trésor, et quand enfin j'ai pris le coracle sur mon épaule et me hissai péniblement hors du creux où j'avais soupé, il n'y avait plus dans tout le mouillage que 2 points visibles. L'un était le grand feu du rivage, autour duquel les pirates vaincus faisaient carousse, buvaient plus que de raison, s'enivraient vieillis. L'autre, simple tache de lumière sur l'obscurité, m'indiquait la position du navire à l'ancre. Celui-ci avait tourné avec le reflux et me présentait maintenant son avant. Et comme il n'y avait de lumière à bord que dans la cabine, ce que je voyais était uniquement le reflet sur le brouillard des vifs rayons qui s'échappaient de la fenêtre de poupe. La marée baissait déjà depuis quelque temps, et je dus patauger à travers un long banc de sable détrempé, où j'enfonçai plusieurs fois jusqu'au-dessus de la cheville, avant d'arriver au bord de la mer descendante. Je m'y avançai de quelques pas, et avec un peu de force et d'adresse, déposai mon coracle, la quille par en bas, à la surface de l'eau.